s'aperçoit rarement de ce qui compte dans sa propre existence, mais cela ne regarde que soi. Qu'est-ce que le poisson connaît de l'eau dans laquelle il nage pendant toute sa vie? J'ai toujours suivi ce que ma nature m'a dicté de faire. Je suis embarrassé d'en recevoir autant de respect et d'affection. Il faut dire aussi que des flèches de haine m'ont été décochées, mais elles ne m'ont jamais atteint. Elles venaient d'un monde en quelque sorte étranger, avec lequel je n'ai aucun rapport. Je vis dans cette solitude si douloureuse au temps de la jeunesse et si pleine de délices à l'âge de la maturité. Et pourtant, le père de la relativité sera entraîné, malgré lui, dans un tourbillon de controverses et de persécutions. Lui, qui y est si peu préparé, il devra prêcher la croisade de la liberté. Lui qui mit toute sa gloire à épouser la cause du pacifisme et que l'horreur de la contrainte militaire conduisit même à l'abandon de la nationalité allemande, il prononcera l'appel aux armes et sera l'instrument de l'engin le plus terrible qui soit sorti du cerveau des hommes, la bombe nucléaire. À partir du moment où le Parti national-socialiste, le parti nazi, s'empare du pouvoir en Allemagne, Einstein devient un signe de contradiction. Il était en Californie au moment où le président Hindenburg, après la démission de Schleicher, appela Adolf Hitler, qui avait été son adversaire à l'élection présidentielle, à la chancellerie du Reich. Hitler apportait avec lui une philosophie de l'action, fondée sur une définition de la liberté qui nous paraît bizarre, mais que la philosophie allemande antérieure avait contribué à propager. Selon l'expression de Santayana, la liberté allemande est comme la liberté des anges au ciel, qui voient Dieu face à face et ne peuvent pécher. Le service militaire obligatoire devient alors une liberté parfaite. Einstein ne pouvait pas admettre pareille philosophie et ne pouvait pas composer avec la théorie de la race aryenne pure, en contradiction avec tout ce que nous savons de l'histoire de l'humanité. Le statut juif d'Einstein le vouait donc à la vindicte du nazisme, d'autant plus qu'il ne se cachait pas pour en flétrir les excès. Ayant su qu'il était considéré l'ennemi public numéro 1, il résolut de ne pas rentrer en Allemagne et de s'établir à la station balnéaire de Lecoq, dans une villa cachée au milieu des dunes de la côte belge. C'est là que son ami, le physicien Philippe Franck, vint le retrouver en 1934. En arrivant à la villa d'Einstein, Franck faillit être assommé par les 2 gardes du corps que la famille royale de Belgique avait mis à la disposition du grand savant et qui croyaient que Franck venait l'assassiner. Comme je suis heureux de vous voir, mon cher Einstein. Mais vous êtes difficile à atteindre. J'ai dû convaincre les gardes du corps que Philippe Franck ne venait pas t'assassiner. Je suis moi-même très ennuyé de la présence de ces 2 ombres. Ils me surveillent moi aussi, comme si j'étais dangereux. Faut croire que c'est nécessaire. Trop aimable, merci. Mais comment avez-vous pu me rejoindre? Je passais par un stand et je me suis souvenu que vous habitiez tout près. Alors je suis donc venu à Lecoq et je me suis informé auprès des habitants. On m'a indiqué votre villa. C'est sévèrement défendu de donner notre adresse. Je suis vraiment bien protégé. Mais dites-moi, mon cher Philippe, vous allez demeurer ici quelques jours? Hélas, non, je dois partir dès demain pour Prague. Non, vous repartirez après-demain. Nous avons tant de choses à nous dire. Elsa, va préparer la chambre de Philippe. Donnez-moi des nouvelles de Prague. Hein? La dernière fois que j'y suis allé, c'était en 1921, je crois. En 1921, oui. D'ailleurs, ma femme avait failli encourir votre colère par sa façon de préparer le foie de veau. Le foie de veau, ah oui. Mais elle le faisait bouillir, et je lui avais dit que la température d'ébullition de l'eau était trop basse pour cela, qu'il lui fallait un corps comme la graisse ou l'huile. Depuis ce temps-là, à chaque fois qu'on parle de la théorie d'Einstein, elle pense à votre théorie de la friture. Ah oui, cette histoire de l'Académie de Prusse a été fort ennuyeuse. Vous savez que c'est mon ami Max Planck qui en est le directeur.
Je savais que mes attaches avec l'Académie de Prusse devaient se rompre, que Planck ne voulait sûrement pas m'en exclure, mais qu'il aurait peut-être la main forcée par mes ennemis. Lénard, sans doute. Lénard, en particulier, il n'a jamais cessé ses attaques contre moi. C'est un excellent physicien. Mais il ne peut pas admettre de révolution dans son univers scientifique. Mes théories l'irritent et il le manifeste en m'injuriant. Jolie mentalité. Vous savez que quand on m'a décerné le prix Nobel, on ne me l'a pas donné pour la relativité. Non, ça c'était pas assez sûr. On me l'a donné pour ma découverte de l'effet photoélectrique. Lénard s'est lancé dans une attaque à fond de train, prétendant que mes travaux n'avaient pas une valeur suffisante. Ah, il doit être bien attrapé maintenant que votre effet photoélectrique est appliqué au cinéma sonore et aux premières tentatives de télévision qui viennent d'avoir lieu. C'est un fanatique. Sa colère n'en est que plus grande. J'ai senti qu'il fallait faire quelque chose au sujet de l'Académie de Prusse. J'ai donc écrit brièvement à Planck, lui expliquant que, sous le gouvernement présent, je ne pouvais plus continuer à servir l'État prussien et que, par conséquent, je préférais démissionner. Savez-vous ce qu'ils m'ont répondu? Nous n'avons aucune raison de regretter la démission d'Einstein. L'Académie est horrifiée de son agitation à l'extérieur. Bien qu'ils aient été toujours en dehors des partis politiques, les membres de l'Académie n'en ont pas moins proclamé toujours leur attachement à l'idée nationale. C'est-à-dire au national-socialisme d'Adolf Hitler. Je ne pouvais laisser passer sous silence cette accusation d'agitation à l'extérieur. Aussi ai-je écrit de nouveau à l'Académie, mais voici la lettre. Je ne sache pas avoir fait de la propagande à l'étranger contre les atrocités allemandes. Ce que j'ai remarqué, c'est que les déclarations du nouveau gouvernement allemand étaient répétées et commentées, surtout le plan d'extermination des Juifs allemands. J'espère que l'Académie transmettra cette lettre à ses membres et, pour sa part aussi, la répandra dans le public en Allemagne. Car j'ai été calomnié dans la presse et l'Académie, par ses communiqués aux journaux, s'est associée à ces calomnies. Le résultat, l'Académie abandonna ses accusations de propagande pour me reprocher cette fois d'avoir gardé le silence. Dans ces jours où l'ordure est lancée à la face de la nation allemande, de façon vulgaire et ridicule, écrivent-ils, un mot favorable à l'Allemagne, sorti de la bouche d'un homme aussi illustre que vous, eût été d'un grand effet à l'étranger. On s'imaginait que vous pouviez endosser la politique du régime nazi. J'ai conclu que toute correspondance ultérieure était inutile. Aussi, j'ai adressé à l'Académie une lettre d'adieu, dans laquelle je disais... Vous m'écrivez qu'un mot de ma part en faveur du peuple allemand eût été d'un grand effet au dehors, à quoi je dois répliquer qu'un pareil mot favorable aurait été la négation de toutes les idées de justice et de liberté pour lesquelles j'ai combattu ma vie entière. Votre lettre me montre seulement combien j'ai eu raison de démissionner de l'Académie. Et de perdre les jetons de présence. 5 000 $ par année. Ah, ma bonne Elsa, nous avons encore de quoi vivre. Et notre maison de Berlin confisquée. Vous savez, Monsieur Franck, qu'en 1929, pour fêter le 50e anniversaire de naissance d'Albert, la municipalité de Berlin nous a offert une maison et un terrain dans la banlieue. Quand nous avons voulu en prendre possession, nous nous sommes aperçus que quelqu'un d'autre y habitait et que les titres de propriété n'étaient pas clairs. Après des mois de discussion, Albert décida de renoncer au cadeau et acheta lui-même une villa. Et c'est cette maison que le gouvernement vient de nous confisquer. Ce qui m'ennuie surtout, c'est ma bibliothèque. Elle a été confisquée aussi. Et mes livres brûlés sur la place publique. Heureusement, il me reste mon violon. Mais comment l'État pouvait-il confisquer vos biens? Vous êtes juif, mais vous n'êtes pas allemand. Votre nationalité suisse est toujours valable. Pardon? Albert, tout en gardant sa nationalité suisse, a accepté après son prix Nobel d'être nommé citoyen allemand honoraire. Et c'est grâce à cela que le gouvernement peut maintenant saisir ses biens. Quelle importance! Et que comptez-vous faire maintenant? J'ai reçu l'offre d'aller vivre aux États-Unis
et d'occuper un poste à l'Institut d'études supérieures de Princeton. Si les choses se gâtent, je vais partir. L'Amérique me semble être le dernier refuge de la liberté. Je suis plus chanceux que mes confrères physiciens ou chimistes. Ils ont besoin de leurs appareils, de leurs laboratoires. Pourvu que je ne sois pas persécuté, je peux travailler n'importe où. Et j'ai encore tant de choses à faire. En fait, les choses se gâtaient rapidement. Einstein était tenu pour chef de la résistance au nazisme et ses amis craignaient pour sa vie. Une organisation nazie, dénommée Fame, avait mis sa tête à prix et en offrait la somme de 20 000 marks, le savant étant considéré comme une menace au Troisième Reich. Et je ne savais pas qu'elle valait si cher. Einstein accepta enfin l'offre de Princeton et s'embarqua pour l'Amérique. En Amérique, la vie d'Einstein se déroula sans heurts. Sa difficulté persistante à entrer en contact avec les autres gens lui permit de vivre dans une solitude favorable à ses travaux. Enfermé dans son cabinet dégarni, il travaillait à exprimer en formule une loi qui unirait dans un même concept la gravitation et l'électromagnétisme. Comprendre. Comprendre. C'est un mot qui ne signifie plus grand-chose. Autrefois, dans la mécanique classique, comprendre avait un sens. Cela signifiait qu'on pouvait se représenter les lois physiques par l'imagination. On pouvait toujours concevoir un modèle mécanique à l'image de la théorie. Ce que je propose ne s'imagine pas. Et la meilleure représentation qu'on puisse en donner, c'est une formule mathématique. Ici encore, il faudra que nous libérions complètement notre esprit des notions acquises et que nous jetions un regard neuf sur les idées qui nous paraissent les plus familières. Par exemple, l'analogie entre l'espace et le temps vous paraîtra beaucoup moins déconcertante si vous réfléchissez à la façon dont on mesure le temps quand vous regardez votre montre et que vous comptez, disons, 10 secondes. Qu'est-ce que vous faites sinon mesurer mentalement l'espace parcouru par l'aiguille des secondes? Le temps que mesurent nos horloges n'est donc pas autre chose que l'espace que franchissent les aiguilles à la surface du cadran. Considérons maintenant le cas de la 4e dimension. C'est Descartes qui nous a ancré dans l'esprit cette notion que l'espace possédait 3 dimensions, une largeur, une longueur et une hauteur. Et nous sommes devenus persuadés que ces 3 dimensions existaient en réalité alors que c'est nous qui les avons introduites dans l'univers. La position d'un wagon sur une voie ferrée ne fait appel qu'à une seule dimension et l'ingénieur pourra indiquer sa position d'une façon précise en donnant seulement la distance qui le sépare de la gare la plus proche. Le navigateur, lui, n'a besoin que de 2 dimensions qui correspondent à la surface de la mer. Faire le point, donc donner sa position exacte, consiste à mesurer 2 dimensions, la latitude et la longitude. Un aviateur a besoin de 3 dimensions, non seulement la longitude et la latitude, mais aussi l'altitude qui indique la hauteur qui sépare l'avion du niveau du sol. Mais pour décrire complètement un événement qui met en jeu le déplacement d'un corps, une 4e dimension, le temps, est absolument nécessaire. Imaginons un avion transatlantique qui va de New York à Paris. Si l'on vous dit qu'il est à telle hauteur, telle longitude et telle latitude, est-ce que ça vous renseigne complètement sur l'allure de la traversée? Pas du tout. Il faut que vous sachiez absolument depuis combien de temps il est parti de New York, afin de savoir si l'envolée s'effectue normalement. Et voilà le temps introduit comme 4e facteur de l'espace, indissolublement lié à lui. Cette 4e dimension est donc une notion que nous utilisons couramment, même si nous ne sommes pas encore habitués à la concevoir comme telle. C'est la même chose en ce qui concerne la fameuse courbure de l'espace, notion géométrique qu'Einstein a déduite mathématiquement de ses premières considérations sur l'espace et le temps. Essayons de nous représenter cet espace courbe, sans recourir aux formules. Je voudrais d'abord vous faire remarquer que l'espace plat
est une invention des Grecs. Toute la géométrie d'Euclide, que nous apprenons encore à l'école, a été constituée à une époque où l'on croyait fermement que la Terre était plate. Dans cette perspective, il devenait facile de dire que la ligne droite est le plus court chemin d'un point à un autre. Or, ça ne correspond pas du tout aux expériences que nous pouvons faire à la surface de la Terre depuis que nous savons que cette Terre est à peu près ronde. En somme, pour reprendre l'exemple de l'avion de tout à l'heure, le plus court chemin de New York à Paris n'est pas une droite, mais une courbe qui a à peu près cette forme. Et jamais un avion, la question des vents favorables ou contraires mise à part, ne va en ligne droite de New York à Paris, il y mettrait trop de temps. En somme, la géométrie traditionnelle n'est valable que dans un univers restreint, où l'on peut considérer la Terre comme plate, mais elle s'effondre devant un espace courbe, comme l'est d'ailleurs la surface de la Terre. Einstein n'a fait qu'étendre cette notion de courbure de l'espace à l'univers entier, et cela l'a amené à considérer l'ensemble des astres et des galaxies comme faisant partie d'un espace recourbé sur lui-même, de telle sorte qu'un rayon lumineux, braqué vers l'infini, reviendrait à sa source après 200 milliards d'années. Mais cet homme, qui avait percé les secrets les plus vertigineux, conservait une humanité attendrissante. Il n'y a guère de difficulté à relier la théorie du champ électromagnétique à la théorie du champ de gravitation, à condition de se limiter à un espace libre de toute matière. Qui est là? Ah, c'est toi, Lipchen. Approche, approche. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Je ne voudrais pas vous déranger. Mais la maîtresse aujourd'hui nous a donné un problème que je ne comprends pas. Voulez-vous me l'expliquer, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est? C'est un problème de robinet. C'est difficile, ça, les robinets. Ah, je vous crois. Moi, je n'y comprends jamais rien. Un réservoir contient 100 gallons d'eau. Il est muni d'un robinet qui laisse couler l'eau à raison de 10 gallons à la minute. 10 gallons. Mais un autre robinet le remplit à raison de 2 gallons à la minute. Dans combien de temps le réservoir sera-t-il vide? Il va falloir que nous examinions cela attentivement. Assieds-toi sur mes genoux. Et maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? Je ne comprends pas qu'on vide un réservoir à mesure que l'on verse de l'eau dedans. Eh bien, je vais t'expliquer ça, les jeunes. Le plus joli de cette anecdote authentique, c'est lorsque la mère de la petite voisine a appris que sa fille allait régulièrement se faire expliquer ses devoirs par le professeur Einstein, elle se rendit chez lui, rouge de confusion, pour lui présenter ses excuses. Et Einstein eut cette réponse admirable. On apprend toujours beaucoup de choses quand on parle aux enfants. Einstein aurait pu continuer de vieillir ainsi, doucement. Hélas, il devait être mêlé de façon encore plus cruelle aux convulsions de son époque. En 1938, la guerre paraissait inévitable, et l'homme au parapluie en recula l'échéance par les concessions de Munich. La même année, dans 3 capitales de l'Europe, Berlin, Paris et Copenhague, une découverte scientifique bouleversante fut effectuée indépendamment par 3 groupes de chercheurs. On trouva que le choc d'un faisceau de neutrons sur des noyaux d'uranium provoque la fission de ceux-ci avec perte de masse et libération d'une grande quantité d'énergie. L'équivalence d'Einstein entre la masse et l'énergie se trouvait ainsi glorieusement confirmée. En outre, le physicien italien Enrico Fermi, qui s'était réfugié aux États-Unis pour échapper au régime fasciste, trouva que la fission de l'uranium s'accompagnait de l'émission de nouveaux neutrons susceptibles de bombarder à leur tour d'autres noyaux d'uranium. En somme, on avait une réaction en chaîne qui pouvait libérer de vastes quantités d'énergie destructrice. Einstein, qui avait travaillé toute sa vie sans se soucier des résultats pratiques de ses recherches, continuait tranquillement à donner ses cours à l'Institut de Princeton. C'est là que vint le trouver Enrico Fermi, à l'été 1939,
au moment où, de nouveau, la guerre paraissait inévitable. Il est curieux, il est étrange de constater que la preuve expérimentale de mon équation coïncide avec toutes ces menaces qui pèsent à l'horizon. Ce que nous disons surtout, c'est que la formidable énergie produite par la fission de l'uranium peut être produite de façon instantanée. Une bombe nucléaire, alors? Parfaitement. Et songez à ce qui arriverait si un tel engin tombait aux mains des nations fascistes. Elles en useraient dans leur guerre d'agression. Et la civilisation serait alors condamnée. Si j'avais su... Ah non. Non, Fermi, je ne pouvais pas ne pas découvrir ce que j'ai découvert. J'en ai parlé à Léo Szilard, que vous avez connu à Berlin. Nous en sommes venus à la conclusion que le gouvernement américain devrait être au plus tôt informé des possibilités de fabrication de cette bombe nucléaire. Mais je n'ai rien à faire là-dedans. Au contraire, il n'y a que vous qui puissiez être écouté. La libération d'énergie par fission de l'uranium n'est encore qu'une expérience de laboratoire, relativement bénigne. À Washington, personne ne nous prendra au sérieux. Mais nos avertissements ne seront même pas écoutés. Oui, la nouveauté n'est guère facile à faire admettre. Et si vous venez parler aux généraux du Patagone de la relativité... Votre prestige à vous est si grand qu'on ne manquera pas de vous écouter. Mais il faut frapper à la tête. C'est au président Roosevelt lui-même que vous devriez écrire. Savez-vous à quel point ce que vous me demandez est pénible? Ce n'est pas seulement que je répugne à me laisser entraîner dans les affaires publiques, c'est surtout que vous me demandez d'encourager le développement de l'arme la plus destructrice que l'humanité ait encore entrevue. Écoutez-moi, Fermi. Je vais vous dire une chose. Toute ma vie, je n'ai vécu que pour la paix. 2 fois, j'ai abandonné la nationalité allemande parce que je n'aime pas voir des hommes faire souffrir d'autres hommes. J'ai pris la tête de tous les mouvements pacifistes du monde entier. Il n'y a que depuis quelques années, depuis l'avènement du national-socialisme, que j'ai été amené à considérer que la guerre était peut-être nécessaire. Mais je hais la guerre, je la hais. Elle n'existe pas dans mon univers. Elle sera à nos portes, dans 1 mois. J'écrirai ce soir au président Roosevelt. Plusieurs travaux récents de Léo Szilard et d'Enrico Fermi qui m'ont été communiqués en manuscrit me font envisager la possibilité pour l'élément uranium de devenir une nouvelle et importante source d'énergie dans l'avenir immédiat. Une seule bombe de ce type explosant dans un port pourrait fort bien détruire le port tout entier avec le territoire environnant. Monsieur le Président, étant donné l'état très avancé des recherches allemandes dans ce domaine et le grand danger que les États-Unis courraient si les nazis parvenaient à détenir une telle bombe, je suggère que vous formiez immédiatement une équipe de savants spécialisés dans ces recherches nucléaires afin d'entreprendre des recherches en vue de l'usage pratique de l'uranium. Il n'est pas nécessaire de rappeler ici la suite des événements. On sait que le 16 juillet 1945,
la première bombe à l'uranium explosait dans les déserts du Nouveau-Mexique et qu'après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, les Japonais capitulèrent à leur tour. Il faut connaître la philosophie profondément humanitaire d'Albert Einstein pour comprendre à quel point sa responsabilité lui parut lourde. C'était dans l'espoir d'éviter ce qu'il considérait un plus grand mal qu'il avait proposé la fabrication de la bombe atomique. Mais il eût souhaité de tout cœur que cette nouvelle source d'énergie que sa théorie avait fait prévoir 40 ans à l'avance ne servît qu'à des fins pacifiques. Aussi appuya-t-il de tout cœur les efforts des physiciens qui avaient été mêlés au projet Manhattan, lorsque ceux-ci, effrayés des conséquences de leur découverte, entreprirent d'exposer les dangers de l'arme nouvelle aux hommes politiques et aux autorités militaires, dans l'espoir que la crainte d'une destruction complète de l'humanité interdise l'emploi futur des armes nucléaires. Quelques années avant sa mort, Einstein, qui rêvait d'une sorte de gouvernement mondial pour régler les problèmes internationaux, déclarait « Les clichés traditionnels ne sont plus applicables aujourd'hui. Et ils seront, sans aucun doute, terriblement dépassés demain. Il n'y a pas de rôle social plus important ni plus décisif pour les intellectuels que d'en convaincre tous les hommes du monde. Auront-ils le courage de renoncer à leurs liens nationaux dans une mesure nécessaire pour convaincre les peuples de changer leur tradition nationale de la façon la plus radicale? C'est un effort inouï que nous devons fournir. Si nous échouons, le gouvernement mondial sera édifié plus tard, mais il le sera sur les ruines d'une grande partie de notre civilisation. Souhaitons qu'on puisse abolir l'anarchie internationale actuelle autrement que par une catastrophe dont on ne peut même pas imaginer l'ampleur. Le temps est terriblement court. Si nous voulons agir, c'est tout de suite qu'il faut agir. Einstein est mort en 1955. Nous n'avons pas encore compris son message et il est peut-être déjà trop tard. Ici Radio-Canada.